Eh ouais, on commence en avance, c'est comme ça. Ace 9, merci à toi pour le sub du 21e mois. Salut Fred26. Des gros bisous Ace 9. Merci, merci, merci. Alors attends, il y a un first time chat qui a l'air d'être du gros spam de ouf. I want to offer. Ouais, I want to offer, ça commence très mal. Alors attends, tu sais qu'on va faire un bon vieux slash ban de Piou. Voilà. Hop. Et voilà. Salut Frank Underwood. Monsieur Hardware. Latéralus. Ça fait 1000 ans qu'on s'est pas vu. Je suis même un peu... Salut Nislab. Je suis même un peu troublé là. Alors, il n'y a même pas de son ni rien. Je vous jure, c'est... Ça a été un petit peu tendax là ces derniers jours. Alors attendez, je vais voir, est-ce que j'ai... On est en avance. Hein. Réglage maintenant. Là, il y a du son. Salon, c'est bien. Ah merde, la caméra elle a pas. Hop. Voilà. S9 il dit ivre, il s'absente 3 semaines et oublie comment streamer. Bah, je rigole, mais je vous ai dit, moi j'ai pas de mémoire. Alors du coup, alors attends. Comment ça marche déjà ouais. Et il y a un truc qui sursoule avec Bash. Salut Karken. C'est que le history de Bash, c'est vraiment de la grosse merde en barre. Mais vraiment de la grosse merdasse. Putain. J'ai pas envie de passer à... Pas envie de passer à ZSH parce que voilà, parce que... Oula. Ah, c'est bon, il y a du son. Il y a du son, hein. Ouais, s'il y a du son. Eh putain, allez, on n'a même pas commencé. Le Finnois, 29 mois, s'il vous plaît. 29 mois de sub pour le Finnois. Waouh. Full twist. Mais attends, j'ai raté du monde ou quoi là? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors attends, on a S9. Phaléon, des bisous à toi. Oui, bah oui. Phaléon écarte l'étoile d'araignée, ça faisait longtemps. Bah oui, c'est clair. Le Finnois, je te fais des énormes bisous. Des énormes bisous. Et Full Twist, qui est sub depuis 11 mois. Merci à toi, Full Twist. Et je vous aime. Je vous fais des énormes bisous à tous. Mais oui, mais pareil, ça fait du bien. Putain, entre temps. Eh. Je suis désolé, hein, j'espère que vous n'allez pas m'en vouloir, mais c'est dégueulasse Paris, sans déconner. Enfin, je sais pas si c'est pareil partout en France, mais... Et voilà le hype train. Mais on n'a pas commencé. C'est même pas Tipar. Mais bien sûr avec la langue. Phaléon, des gros bisous. Putain, Phaléon, 32 mois. Phaléon, t'es là depuis le début en fait. Ah la vache. Oui, non, mais pareil, mais je l'ai fait, Karken. J'ai mis les... Je me rappelle plus, là. J'ai mis des trucs dans mon... Comment ça, à Paris, il y a longtemps que c'est fini? Non, mais... Parce que donc j'y ai été là, je suis resté pratiquement une semaine. Il y a eu 10 minutes de soleil, un truc comme ça? Comment vous faites? Enfin, les gens qui habitent là-bas, vous faites... Bah, j'ai vécu là-bas, je sais, hein. Mais c'est parce que moi je suis parti. Justement. Parce que c'est... Waouh. C'est pas Tipar, hein. Là je bois juste à votre santé. Bon alors, on va... Je vais pas commencer maintenant, hein, parce qu'on est super en avance. Mais... Donc là on va faire... J'ai demandé la permission à le Finnois avant. Hein. Je lui ai demandé la fois dernière, est-ce que c'est relou si je parle un peu des articles ou du prochain article genre qui va arriver et tout pendant le live.
Et il m'a donné green light. Donc voilà, je le fais avec la bénédiction du patron, d'accord. Et là, en fait, j'ai passé allez, 3 bonnes semaines. Ouais, 3 bonnes semaines. Dont la semaine à Paris. À préparer l'article où il y a encore des trucs à corriger là. À préparer l'article qui va sortir normalement en mai, si j'ai tout bien compris. Et c'est l'explication. Alors en détail, là ce soir on va regarder, hein, mais ça va pas aller évidemment autant dans le détail que l'article. Dans le détail de comment, enfin c'est quoi, ça a été quoi le hack qui nous a occupé depuis octobre-novembre. Franchement, c'est dingue. Enfin, c'est assez. Salut Xalès. Et merci à toi Xalès qui se sub pour le 18e mois. Bonsoir à toi. Des gros bisous. Toujours sur la bouche et toujours avec la langue, juste pour préciser. Merci à toi. Frank Underwood qui dit le hack de qui, de quoi. Alors attention, le hack dans le sens noble du terme. Bah tiens, je vais profiter du fait qu'on est un peu en avance pour résumer ça. Donc, et puis de toute façon, j'ai dit là sur Twitter que j'allais faire une petite intro sur la Virtu, et c'est complètement lié parce qu'à la fin, l'objectif de ce hack, c'était voilà, un hack, c'est un bricolage, exactement, ouais. Ribose, salut à toi. Ouais, t'étais un des premiers arrivés là ce matin, enfin tout à l'heure, et je t'ai pas dit bonjour. Salut Ribose. Bienvenue à toi. Et donc ouais, l'objectif de ce hack, oui, ce matin, ouais. Le mec, c'est fini. Salut Darkos Deran. Coucou tonton Emile, j'étais déjà là à 19h. Bah non, mais donc ouais, hier il y a eu des petits soucis. Salut Curtisis. Et du coup finalement j'ai dû cancel, et mais comme Rancune ne stream plus le mercredi, du coup j'en ai profité. Donc Boulette va bien, enfin elle est ok, elle est derrière moi. J'ai fermé la porte pour pas qu'elle aille faire des bêtises ailleurs. Donc alors on va parler Virtu, c'est même le premier sujet, parce qu'en fait c'est le point de départ du truc. C'est le point de départ du truc. Donc je vais profiter, je vais attendre qu'on t'y part, comme ça je fais un résumé pour tous. Mais c'est le point de départ du truc. C'est le point de départ du truc. Et on va voir, là on va implémenter. Alors aujourd'hui on va aller absolument dans l'assembleur, on va littéralement écrire des trucs qui vont faire que ça marche. En tout cas on pense. On pense. Oh putain. Eh ben Hype Train avant le départ. Ça fait plaisir. Merci les Lutinos, des gros bisous à vous tous. Et allez, c'est Tipar -1, mais c'est Tipar. Allez hop. Bon, vas-y. On dit que c'est Tipar ou. Qu'est-ce qu'il y a, Ardoardos? Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai pas vu. Intro d'une journée. Non, mais non. Allez, c'est Tipar. Alors, comme ça va être un peu dense, je vais commencer l'intro tout de suite. Parce que là, on va résumer. Alors, on va résumer le taf qui a commencé en octobre et qui a fini en janvier à peu près. Alors, résumé des épisodes précédents. Je ne vais pas refaire toutes les démos qu'on a déjà faites parce que sinon, on en a pour 8 jours. Mais on va parler un petit peu de Virtu.
pour démarrer. Alors c'est con parce que j'aurais bien aimé que... j'aurais bien aimé que Madame... Merci Ramcam qui se sub en tier 1 pour le 10e mois. Merci beaucoup Ramcam, des gros bisous à toi. Et merci beaucoup pour le sub. Ah, pub, merde. Bon bah du coup on va pas démarrer tout de suite. Et j'ai évidemment pas du tout configuré... Oui alors Nidouille, voilà exactement, c'est Nidouille que j'aimerais bien... Salut Shelby. C'est Nidouille que j'aimerais bien voir parce que justement elle était en train de parler là sur Twitter d'un truc que... En fait c'est pas mal parce que je veux parler te parler de la vertu d'aujourd'hui en fait. Mais on va attendre. Là, vous me dites hein, quand la pub finit. Et c'est relou, c'est long les pubs ou pas? Parce que du coup je les vois pas moi. Et vous m'entendez correctement? Ça sature pas, le son est bon. Sound ok. Merci Curtis. Ah bah oui mais c'est normal, Hardware, parce que toi t'es un VIP ouais. T'es un VIP, t'es... Putain 4? Bon après c'est bien parce que les pubs in fine moi ça me file énormément d'argent, un truc de ouf. Non c'est pas vrai. En ce moment, vu que j'arrête pas de cancel et d'être en voyage et machin, si j'ai gagné 20 balles c'est... Je peux me payer une clé USB. Le nain qui se sub pour le 31e mois. Merci beaucoup, le nain. Des énormes bisous à toi. Les plus beaux des Lutinos, ils sont tous ici. Je suis d'accord, moi. Je suis d'accord avec ça. Bon, on va peut-être pas attendre Nidouille parce que je sais pas à quelle heure elle va arriver. Twister Ops 45 qui se sort pour le 32e mois. Merci à toi Twister Ops. Un gros merci. Salut Marty McFly, salut Matoy 976, salut Il Cuiller, salut Brain Override. Ouh. Bienvenue à toi Brain Override. C'est grosse pression là dis donc. Donc ouais, je disais, on va pas attendre Nidouille parce que il y a du du terrain à couvrir. Ah, mais parce que tu m'écoutes en différé. Mais écoute, ça me fait ça me fait très plaisir et deux, c'est pas ça m'émeut. C'est quoi le mot? Je suis très fier, voilà. Corben, Monsieur Corben. Le Finnois dit le suspense de la soirée, Nidouille arrivera-t-elle avant ou après Léa? Elle est excellente celle-là. Ok, allez on y va. On est absolument mercredi. Et j'ai pas fait de live hier soir comme prévu parce que mon petit chien avait des problèmes. Salut Dagaspa. Eh bien, qui first time chat et qui dit un de mes premiers lives en direct. Eh ben écoute, bienvenue premièrement sur le direct et ça me fait bien plaisir. Ouais, encore, non mais parce qu'elle a des soucis de bidon depuis quelques mois maintenant et c'est assez compliqué. C'est assez compliqué. Donc voilà, on avance, mais parfois il y a des jours moins cool que d'autres. Donc voilà, on avance. Je vais pas trop fixer là-dessus parce que sinon ça va me niquer le moral. Donc je vais plutôt essayer de focus sur le live et ce qu'on va faire. Donc je vous propose un petit résumé.
Ok. Vous le savez ou vous le savez pas, les noyaux, alors Linux entre autres, mais pas uniquement, sont capables de démarrer directement. C'est la pierre angulaire de tout ce boulot est là en fait. Les noyaux Linux sont capables de démarrer en mode virtualisé. C'est ça, previously on Imi TV. Avec QEMU, enfin en tout cas à travers QEMU, avec un petit flag qui a l'air de rien. Ce petit flag, c'est moins kernel. D'accord? Et en fait, ça permet quoi? Ça permet de démarrer, en tout cas, d'abord je le dis naïvement, ok? De la façon dont moi je le comprenais, dont je l'ai utilisé par le passé, etc., je m'étais pas trop posé de questions. Bon bah voilà, QEMU, avec, alors avec ou sans d'ailleurs, hein, le mode KVM. Le son de la musique est pas trop fort parce que moi je l'entends assez fort dans le casque et je sais pas si, si c'est pareil pour vous. Donc, par contre je vais le baisser un peu ici. Hop, voilà. Non, ça va le son, ok. Moi je m'étais pas trop posé de questions sur comment tout ça fonctionnait. Alors attends, Brain Override il entend que ma voix donc je vais monter peut-être un tout petit peu. Je m'étais pas trop posé de questions sur comment tout ça fonctionnait. Moi, voilà. QEMU, moins prout, moins pouette, moins kernel, égale pouette, égale VM Linux, je sais pas quoi, parce que en fait ça fonctionne avec le kernel décompressé. Et voilà, ça démarrait tout seul, et je me posais pas trop de questions. Voilà. Pour moi, c'était. Enfin, c'était rien en fait, je me posais pas la question, je me disais, c'est un truc, je sais pas, natif, ça va. Je me demandais pas trop en fait comment ça marchait. Bon. Et donc, bah bon, vous savez très bien que moi je suis investi dans NetBSD, j'ai fait des trucs pour NetBSD, essentiellement Userland jusqu'à présent. Et je sais plus comment j'en étais arrivé là. Bah tiens, oui, bah, je devrais pouvoir booter un kernel NetBSD comme ça avec mon kernel. Et puis, je prends un message d'erreur chelou. Je sais pas quoi, PVH Notes. Bon, c'est bizarre cette histoire et tout. Mais bon, je cherche pas trop. Et puis finalement, de fil en aiguille, je sais plus exactement comment j'avais réussi à faire ça, ou comment j'avais trouvé ça, mais finalement, je vois que le kernel NetBSD 32 bits, quand tu le passes avec le flag moins kernel, hop, ça boot. Bah merde alors. C'est ce connerie. Alors bon, je cherche pas trop. Je me dis ouais, faudra quand même que je regarde ça un jour. Merci Broinevory qui se sub avec Prime. Merci à toi et des gros bisous. Jusqu'à ce qu'il y a quoi, un an, un peu plus d'un an, je vois passer sur Twitter, sur les réseaux BSDistes, etc. Oui, alors FreeBSD, ça arrive à démarrer avec Firecracker et tout, qui est alors, le souci là-dedans, c'est qu'il y a plein de pièges. En fait, il y a plein de mots qui sont des pièges. Et tu lis par exemple que Firecracker, ouais, c'est l'hyperviseur d'AWS. Alors que pas du tout, en fait. C'est pas un hyperviseur. Mais on va y revenir, Parce que en fait, vous savez que un des principaux problèmes qu'on a dans notre métier, dans notre industrie, c'est qu'il y a plein de gens qui utilisent des mots. Des mots. Tu vois, ils disent des trucs. Aucune putain d'idée de ce qu'il y a derrière. Mais ils vont utiliser des mots. Voilà. Et donc, hyperviseur, bah en même temps, ça claque. Tu vois, t'es là, oui, alors moi, je lance des hyperviseurs. Wow, la vache, des hyperviseurs, putain, il est trop fort le mec. Voilà, ça claque. Hyperviseur, ça claque. Alors, c'était Xen jusqu'à il y a un certain temps. Il reste encore des Xen, mais en fait, ils ont quasiment tout rollout pour du
J'arrive. Allez, spoiler, c'est KVM, mais bon. Et donc bon, je dépile le truc, je vois, voilà, Firecracker et tout, machin, ça a l'air bien. Je vois que FreeBSD, il arrive à démarrer avec, je comprends pas trop, je creuse un peu le truc et tout. Et je commence à lire des choses. Boah, Léa! Bouyaka donc, le suspense est... on a répondu à la question, c'est Léa qui est arrivée avant Nidouille. Alors pour l'instant, j'ai pas encore démarré la vraie discussion sur la virtualisation, hein, donc il reste encore un peu de temps pour Nidouille si elle veut arriver. Akavins, je t'ai pas fait un bisou. Salut Akavins. Donc, je tire sur le fil du truc. Et vous savez comment ça se passe quand on ouvre une boîte de Pandore comme ça, puis là c'est le bordel. Il y en a partout. Vous savez pas par où prendre le truc. Il y a tellement de sujets, il y a tellement de... Enfin, ça a l'air tellement vaste et tout. Tu dis bon, je vais vers où? Et il devient de plus en plus vintage. Et donc voilà, je commence à voir le mot, ou en tout cas l'acronyme PVH, revenir de plus en plus. Et FreeBSD qui boot en PVH, et Linux qui boot en PVH. Tiens, c'est marrant parce que le message qui me pète NetBSD là, quand j'essaie de booter avec moins kernel, là, ça dit PVH note, je sais pas quoi. Tiens, d'ailleurs, je l'ai préparé là. Je l'ai préparé. Alors normalement il est ici. Ouais, il est ici. Hop, ça vous l'avez déjà vu. Hein, normalement c'est juste pour le petit résumé. Donc là voilà, là je suis en mode, 0 dev sur le kernel. C'est brut de fonderie. Si vous descendez un kernel NetBSD, bah, il se passe ça. Ok. Hop, voilà. Hop. Error loading uncompressed kernel without PVH. Qu'est-ce que tu... Eh, Nidouille, putain, ça c'est joué à ça. Hein. Tu arrives, Nidouille, tu arrives pile quand il faut. Et donc... Salut Toxinou. Et donc je me dis... En fait, plus j'y pense, ça va pas être un épisode qui va être une fois. Tiens, d'ailleurs, parenthèse, la semaine prochaine, ça va être pareil, je vais le faire le mercredi. Noté dans les petites tablettes, parce que mardi prochain c'est la créma, vous savez, là en ce moment on est en période de Fayaz, donc c'est la fête là ici, et mardi prochain c'est la soirée où ils crament tout, donc je ne serai pas dispo, donc ce sera mercredi prochain. Merci Rolling Phoenix qui se sub pour le 8e mois en Prime, merci à toi. Écoute, Xalès, on fera un petit sondage à un moment donné, parce que si ça vous arrange plus le mercredi, moi je peux faire le mercredi, c'est pas un problème. Brain Override, je suis à Valencia, en Espagne. Et en ce moment, c'est une très très grosse teuf qui a lieu tous les ans. Donc je commence à lire un peu partout. PVH. Bon, j'avais déjà vu ce mot-là, mais j'avais pas trop fait gaffe que c'était le mode le plus récent de boot de Xen, et que en gros c'était la panacée de la virtualisation, etc. Et j'étais pas bien au point sur tout ça. Et alors justement, Nidouille, c'est un vaste sujet dont on va parler maintenant. Absolument Twister Ops, H c'est pour hardware. On va faire un petit peu d'histoire pour commencer. Donc on avait évoqué tout ça il y a quelques mois quand on a commencé tout ce boulot. Mais j'avais été assez superficiel sur le sujet.
Parce que bah, voilà, l'objectif c'était de faire démarrer ce putain de kernel. Depuis on a réussi, mais on va y revenir. Alors c'est pas tant que ce soit un bordel, Nidouille. C'est qu'en fait, on va revenir à l'origine. Okay, pour les plus anciens, dont je ne fais évidemment pas partie du canal, vous vous rappelez probablement d'un truc qui s'appelait VMware Workstation. Fin des années 90. Si je dis pas de bêtises, 97-18. Oui, fin des années 90. Non, c'était fin 90. J'en suis sûr parce que c'était ma première boîte. Et on me cassait les couilles pour utiliser des trucs Windows machin ou pour vérifier que telle ou telle solution fonctionnait machin. Et comme il a toujours été évidemment hors de question que j'installe ce système sur mes machines, et ben j'utilisais VMware pour vérifier que ça fonctionnait bien. Non mais je les ai, hein, je les ai, Nidouille, liens, j'ai même, en fait, pour tout vous dire, je cheat un peu parce que j'ai l'article que j'ai écrit pour Linux Mag qui est juste là. Alors je le lis pas évidemment, mais c'est pour les liens et pour c'est pense-bête quoi. Parce que donc je redis que Toxinou, merci beaucoup Toxinou qui se sub pour le 3e mois en Prime, merci Toxinou, des gros bisous à toi. Parce que oui, donc comme je disais au début, ce live est probablement les lives qui vont arriver sont des gros spoilers sur les prochains articles qui vont sortir dans Linux Magazine, où j'explique en détail le déroulement des hacks que je vais vous exposer. Donc, au tout début, salut Dalf113. Au début des temps de la virtualisation, alors non, c'est pas vrai, c'est pas au début des temps de la virtualisation, parce qu'au début des temps de la virtualisation, en fait, on est dans les années 60, et il y a des boîtes comme IBM qui font ça depuis extrêmement longtemps, et qui doivent bien rigoler quand ils voient ce qu'on fait aujourd'hui. Mais dans les débuts de la virtualisation, grand public, on va dire, le premier mode de fonctionnement, on appelle ça ah non, c'est pas OpenVZ et c'est pas QEMU, hein, je parle vraiment. Là en l'occurrence, tu vois, il y a des projets sur lesquels le propriétaire est totalement moisi. Il y en a un sur lequel VMware a ouvert une grosse brèche, c'est la virtualisation. Et en l'occurrence, ce qu'on appelle la full virtualisation. Qu'est-ce que ça veut dire ? Exactement, Dalf113, c'est tout à fait ça. Fin 90, début 2000. Ouais. C'est quoi la full virt ? Parce que vous avez probablement tous entendu parler de la full virtualisation. Et vous avez tous probablement déjà entendu les phrases prémâchées du type c'est beaucoup plus lent parce que il faut interpréter. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça se représente comment en fait ? Hein ? Ça veut dire quoi ? Lorsqu'on a un programme, c'est quoi un programme ? C'est quoi ? C'est un objet binaire dans lequel il y a des instructions. Ok ? Des instructions machines, donc qu'on peut apparenter à de l'assembleur. À la translation près entre l'opcode et l'assembleur, c'est de l'assembleur. D'accord ? Lorsque non, je parle. Oui, alors, tiens, c'est une très très bonne remarque de touriste. C'est une très très bonne remarque. D'ailleurs, salut de touriste, tu veux passer, je t'ai pas dit bonjour. C'est une très très bonne remarque parce que tu as tout à fait raison dans le terme que tu emploies. Là, il s'agit d'un émulateur en réalité. Eh ben, bon app, Nidouille. Une remarque de touriste. Il s'agit effectivement d'un émulateur. C'est-à-dire que c'est aussi rapide qu'un émulateur 68 000, qu'un émulateur je sais pas quoi, RISC ou peu importe.
en fait, de la full virtualisation, qu'est-ce que ça fait? Bah, à l'instruction machine, je sais pas moi, on va dire move EAX, EBX, ok? Donc move EAX, EBX, fonction de la syntaxe. On va partir sur de la syntaxe. Alors je sais que vous êtes nombreux. Ah merde. Non, j'ai mon capteur qui. Normal, il y a la bouteille devant. Vous êtes nombreux à préférer la syntaxe Intel à la syntaxe AT&T, mais raison que j'ignore, NetBSD utilise la syntaxe AT&T. Enfin non, c'est pas, je l'ignore pas du tout. Je sais pourquoi. C'est parce que c'est un héritier. Alors il va y avoir beaucoup de prosel hein, dans les lives qui arrivent forcément. Mais voilà, NetBSD étant l'héritier direct d'Unix, ben forcément il y a du passé et en l'occurrence l'assembleur qui est utilisé c'est l'assembleur AT&T et pas, enfin la syntaxe assembleur AT&T et pas la syntaxe assembleur Intel. Hein, pour ceux qui se demanderaient pourquoi c'est cette syntaxe qui est utilisée. Donc move EAX EBX, ça copie simplement le contenu du registre EAX dans le registre BX. Voilà. Hein, si dans EAX il y avait 200, move MOV EAX, EBX, ça va copier 200 dans EBX. Voilà. Ok. Corben dit je vote, on peut prosel si c'est pour NetBSD. Je suis d'accord, mais je vais profiter de cette série pour effectivement aller un peu plus dans le prosélytisme pro NetBSD. Pas gratuitement, ok. Enfin, vous savez très bien que je fais pas de c'est mieux gratuit, ok. Je vais en profiter pour parler un petit peu d'histoire et quand il s'agit de BSD, en l'occurrence, salut Corwin. Oh, ça faisait longtemps, dis donc Corwin qui se sub pour le 29e mois. Merci beaucoup Corwin, des gros bisous à toi. Et en l'occurrence, effectivement, NetBSD et FreeBSD, maintenant que Corbin est là, sont des héritiers directs de l'Unix des années 70. Donc, voilà, donc on utilise. Oui, voilà, ah oui, tu me demandais, c'est ça que tu me demandais. Ok. Bah, effectivement, exactement comme dit le Finnois. Au lieu, t'as une syntaxe où c'est move de destination source, hein, un peu comme strcpy, et l'autre où c'est source destination. Voilà. Exactement, Corwin, 4.4 BSD et Net2, puis 356 BSD. Enfin, en l'occurrence, 4.4 BSD est arrivé après Net2. Hein. Donc, vous avez réussi à me perdre. Oui, c'est ça. Donc, un émulateur. Salut Poète. Un émulateur. Non, je suis toujours en ligne. Un émulateur, ce qu'il fait, il va prendre cette instruction assembleur, qui est cet opcode, et il va littéralement y associer un bout de code. C'est-à-dire que, alors je vais schématiser un grand coup, hein, mais imaginons qu'on veut écrire un émulateur x86. Et ben, on va avoir une fonction qui va lire le code binaire. Je schématise de ouf, hein, mais qui va lire, hein, qui va open le fichier. Tiens, concentrez-vous une seconde là, vous allez voir, parce que c'est rigolo et finalement c'est pas si compliqué. Regardez bien. Imaginez, vous êtes en train d'écrire un émulateur qui peut être en n'importe quel langage, on s'en bat la race, ok. Ça, vous pouvez utiliser vous pouvez écrire votre émulateur en Python, hein. Si vous aimez bien le café, comme ça, vous allez en faire plein. Et le temps que ça déroule le programme, voilà. Non, mais ça c'était gratos, c'était pas. Non, mais on va arrêter. Attention, hein. Pas de troll sur le langage, hein. Je vous vois venir.
Donc, la préférence dit n'importe quoi à condition que celui-ci. Mais non, mais non, mais non. Mais non, mais non, mais non, mais c'était pas le but du jeu. Cessez. Poète fait. Fermez les yeux. Imaginez que vous écriviez un émulateur en C. You are a happy place. Exactement. Donc, imaginez. Attends, parce que le son, il me perturbe. Il me perturbe un peu là. Hop, voilà. Putain, en plus, elle est pas mal celle-là. Avec le, franchement, imaginez le langage que vous voulez. Vous ouvrez un fichier, d'accord? Et vous le lisez. Bon, c'est un fichier binaire, d'accord? C'est un fichier binaire, binaire dans le sens où c'est un fichier exécutable. Donc c'est un fichier exécutable qui est donc composé d'opcodes qui sont censés être compris et interprétés par votre CPU. Sauf que là, c'est pas le bon CPU. Ou en tout cas, c'est pas directement le CPU. Bon. Bren, il dit j'ai dû m'absenter, je suis sûr que j'ai loupé le meilleur morceau. Non, non, pour l'instant, j'essaie d'expliquer de façon très simple le concept d'émulateur pour expliquer ce qu'est finalement la full virtualisation. Et donc, ce bout de code là, il va lire l'opcode qui constitue le fichier binaire là, enfin les premiers caractères du fichier, et puis hop, bah voilà, il y a l'équivalent de move EAX, EBX, d'accord. Tamoil qui dit c'est comme TypeScript qui compile vers JavaScript, là c'est... Oula, alors je ne sais pas. Je ne connais ni TypeScript, je connais un petit peu JavaScript, mais... Ouais, ça a l'air d'être ça. Ça a l'air d'être ça. Mais même pas. Mais non, mais même pas. Même pas, Tamoil. C'est pas SM1 vers SM2, c'est beaucoup plus simple en fait. C'est... Tu lis l'opcode du programme que tu veux émuler, et puis tu vas l'associer à une fonction. Par exemple, tu vas faire la fonction, si on prend du C ou du Go ou peu importe, tu vas écrire la fonction move, ok, qui va prendre en paramètre des trucs. Et donc, toi tu vas loop sur le programme, ok, le programme binaire. Et puis bah, quand tu vas trouver l'opcode qui fait un move, bon bah tu vas appeler la fonction move qui va copier la valeur d'un registre vers l'autre. Et puis pareil, les registres, bah, c'est dans ton émulateur en fait, ça va être des variables. Hein, tu vas avoir la variable, je sais pas moi, int EAX et int EBX, etc., etc. Eh ben oui, alors Shelby dit en gros, il prend les jeux d'instruction de ton binaire et les convertit en jeux d'instruction qu'on pourra lire le CPU de la machine. Mais c'est encore plus... Non, alors c'est encore plus simple. Hein. C'est encore plus simple. Il convertit même pas les instructions. Dans le cas d'un émulateur brut de fonderie, il convertit, entre guillemets, il associe l'instruction assembleur à une fonction. C'est-à-dire, toi, imagine, tu as ton code Python là, où tu as def, move, def, xor, def, enfin, on va dire move x86. Etc., etc., etc. Et en fait, à chaque fois que tu vas te déplacer dans ton binaire, là, dans le truc que tu veux interpréter, bah, quand tu vas trouver un opcode, tu vas aller chercher la fonction associée à cet opcode, et tu vas réaliser l'opération, mais avec du code, quoi, avec le code que tu as choisi. Alors oui, je parle de détails d'implémentation parce que je veux vraiment qu'on comprenne ce que c'est que la full virt. Okay, encore une fois, il y a plein de gens qui utilisent des mots. Ouais, la full virtualisation, c'est beaucoup plus lent parce qu'il faut interpréter tout le... Mais ça veut dire quoi? Tu vois? C'est ça. Là, ce que je veux, c'est qu'on comprenne vraiment. D'accord? Graouin, il dit souvent, il n'y a pas exactement les mêmes instructions, tout à fait, d'une archi à l'autre. Pour une instruction dans une archi A, il faut parfois 15 instructions de l'archi B, et c'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. Là, il dit c'est lent. Lent comment?
Mais lent comme la lenteur. Non mais vous voyez, vous comprenez l'idée ou pas de l'émulation? Parce que là, je parle d'émulation avec des moves et du x86, mais bah, c'est con. Enfin, Ponceto, il ferait ça mieux que moi, parce que lui, il a écrit un émulateur Amstrad. Bon, bah, c'est pareil. Tu vois, ça va lire imaginez mais n'importe quoi en fait. Imaginez n'importe quel bout de code de n'importe quel ordinateur. Franchement, à un moment donné, je pense qu'on va se faire ça. Parce que c'est un truc qui m'excite là depuis un certain temps. Et là, je suis en train. Je vous ai parlé du piège dans lequel je suis tombé avec NetBSD et tout. Et là, je suis en train de mettre le doigt dans l'hyperviseur de NetBSD. Donc, du coup, je suis obligé de lire et apprendre des trucs que j'avais pas prévu de lire et apprendre, mais c'est pas grave, c'est cool. Donc, voilà, il y a des choses qui m'ont permis de comprendre et apprendre les éléments que j'étais en train d'utiliser. Donc voilà, donc un émulateur, globalement, ça lit le fichier binaire qui doit être exécuté, et ça va le traduire dans pas forcément des instructions, mais très probablement plutôt des fonctions qui vont émuler le fonctionnement du processeur qu'on veut simuler. D'accord? C'est clair ou pas pour tout le monde déjà là? René dit yes, sans ça ce serait très compliqué, genre de faire ton émulateur CISC sur RISC et vice versa, des architectures foncièrement différentes, exactement. Donc voilà, donc ça c'est la full virtualisation. Bon, donc ça marche, mais c'est salut Rogue One. L'émulateur peut optimiser. Ouais, mais ça veut dire quoi optimiser en fait? C'est toujours pareil. C'est toujours une histoire de mots. Ça peut optimiser. Ouais, peut-être. Probablement que si ça tourne sur la même architecture, et là je parle pas encore des instructions des CPU qui permettent l'interprétation native de la vertu, mais qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois, optimiser. Merci Rogue One qui se sub pour le 11e mois. Merci beaucoup Rogue One, des gros bisous à toi. Et on fait le plein de subs ce soir, c'est un truc de ouf. Merci beaucoup les Lutinos. Vous savez quoi, j'avais peur qu'il y ait personne ce soir. Genre, merde, déjà premièrement c'est pas le bonjour. Et deuxièmement, ça fait un mois que je viens pas. Peut-être pas un mois, mais longtemps. Donc ça c'est... Encore une fois, on doit quand même une bonne partie de ce boulot à VMware. Il faut être voilà, à tout seigneur, tout honneur. Et même si c'est de la saloperie de soft propriétaire, à la fin, ça nous a bien aidé à l'époque. Et puis, alors c'est début des années 90, des années 2000 cette fois, il y a un groupe de recherche qui est université de, là je lis mes notes, Cambridge. Un groupe de recherche qui a pour nom, alors le projet a pour nom Xen, met au point une nouvelle façon de virtualiser. Et en fait, on peut imaginer que c'est vieux et que c'est plus d'actualité aujourd'hui et tout. En fait, quand Xen produit ça, il révolutionne littéralement le monde de la vertu. Et je vais vous dire pourquoi. Xen, ce que propose Xen, c'est un mode de virtualisation qui s'appelle la paravirtualisation. Et en fait, la paravirtualisation ne fonctionne pas du tout de la même façon que
la virtualisation totale. En fait, en para-virtualisation, ce qu'on fait, c'est que on n'a pas besoin. En fait, on est sur le même, on est sur la même archi déjà de base. Et ce qu'on réalise en fait, c'est simplement de modifier, enfin simplement, on modifie le noyau guest, d'accord, pour lui implémenter un ABI, donc un mode de fonctionnement, une API, entre l'hyperviseur et le guest. C'est-à-dire que au lieu d'avoir une interprétation permanente des instructions du guest vers le host, en fait, on a plutôt une communication entre les deux. En particulier, et c'est là la vraie révolution, en particulier sur tout ce qui touche de près ou de loin aux appels système, aux syscalls. Xen implémente un truc qui s'appelle les hypercalls, qui permettent, lorsque tu demandes à réaliser une opération, par exemple d'IO, quelle qu'elle soit, une interruption, enfin n'importe quoi qui normalement fait un appel système, là en fait ça fait appel à l'hyperviseur via un hypercall. Donc c'est des fonctions, hein. C'est des fonctions en C, ni plus ni moins. C'est-à-dire que au lieu de littéralement provoquer un appel système que le kernel va intercepter, enfin que le CPU va intercepter, qui va demander au kernel c'est quoi que je fais avec ce syscall là, bon bah là, ça va appeler l'hyperviseur. D'accord? C'est quoi la différence entre de l'émulation et ça? Bah, la différence, c'est que là, en fait, alors, encore une fois, je schématise un petit peu, mais tu es dans une forme de fonctionnement en client-serveur. Tu n'es pas en mode d'émulation, tu es en mode de coopération. Et donc, du coup, c'est en train de sonner à ma porte. Il est 21h. Oh, ça me fait chier. Du coup, bon, alors attendez, parce que il y a 3 semaines, un mois, un truc comme ça, il y a eu un incendie juste en face. Et c'est le gardien qui a sauvé tout le monde. Alors je vais juste vérifier si tout va bien. J'arrive. Bon, on va dire que c'était une erreur. Non mais sans déconner, hein, je sais pas si vous avez entendu parler, je fais un tout petit drift, hein, mais de l'incendie qu'il y a eu à Valence il y a un mois à peu près, un peu moins d'un mois. C'était littéralement en face de chez moi. Hein. Donc, alors, il peut pas y avoir de soucis avec la police du WOC, j'ai encore rien dit. Donc, vous voyez la... Ouais, bah oui, j'ai couvert l'événement sur Twitter, mais vous voyez la diff qui existe là entre un système de virtualisation totale qui fait de la translation finalement d'instructions et Xen qui finalement, regardez bien, la vraie diff elle est là. Finalement, Xen ce qu'il fait, c'est il exécute un programme. Non mais trop tôt Manuti. Salut Manuti d'ailleurs. Je t'avais pas vu arriver. Des bisous à toi, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Eh, vous avez capté ce que je viens de dire ou pas? Et oui! Putain, mais c'est extrêmement bien dit. Le finnois dit Xen, c'est une espèce de LD preload pour les syscalls. C'est exactement ça. Ah putain, c'est extrêmement bien dit. Je vais absolument te piquer cette phrase, le finnois, pour l'article. Je vais trop te la piquer parce que c'est excellemment bien dit. C'est exactement ça.
Donc vous voyez, fallait on demande comment c'est foutu. En gros, c'est de l'interruption d'interruption. Non, non, mais attends, vous vous compliquez pas la vie. Non, c'est un programme. C'est littéralement un bout de code qui, lorsque c'est du if, hein, c'est ni plus ni moins de if je suis en mode paravirt, eh ben je vais appeler la fonction, la fonction, littéralement la fonction hypercall machin, qui donc va appeler Xen, qui va exécuter ce qu'il a exécuté lui avec le matos, et qui va renvoyer le résultat au guest. Oui, 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 absolument, Xalès. Le syscall, lui, il est géré. Alors, il est évidemment géré, hein, mais par l'hyperviseur, qui transmet l'information derrière au guest. Donc, on est littéralement en mode, c'est un soft. Tu vois, un kernel Linux, qui démarre en mode PV. Bah, c'est un programme qui a démarré. Voilà. Dessin, ouais, mais je saurais même pas quoi dessiner là. Puis en plus, j'ai rien branché là. C'est oui, bah oui en fait, oui, Nidouille, c'est une sorte d'ordonnanceur. Oui, t'as raison, tout à fait. Et tu as raison, Shelby. Un guest en full virt ne sait pas qu'il est virtualisé, contrairement avec de la paravirt. D'ailleurs, quand tu démarres un guest Linux ou peu importe sous Xen ou d'ailleurs même sous QEMU, tu vas avoir paravirtualized, etc. Okay, donc ce mode là de fonctionnement, et ben fatalement il est immensément plus rapide puisqu'il n'y a pas de translation, il n'y a pas d'émulation. D'accord, on est littéralement en train d'exécuter un programme et puis on va basculer de l'un à l'autre. Bon bah il se trouve que c'est des VM. Bon. Oui c'est ça, Phaléon. Les préloads, c'est un truc c'est une variable d'environnement qui te permet par exemple de surcharger des fonctions. Donc ça c'est le deuxième mode. Ok, le mode PV. On appelle ça simplement PV. Alors j'ai écouté une... Oui, tout à fait, hein, Rolling Phoenix, hein, ça je l'ai dit. Hein. Et ça c'est important, t'as raison d'insister. La paravirt implique de façon non négociable que le système guest soit modifié. Ça, il n'y a pas le choix. Alors, là j'ai des petites anecdotes. Parce que ce petit morceau-là, moi, il m'a excité. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ces moments? Je vérifie juste les messages, des fois que ce soit... Non, ça va. Je me suis demandé qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il y a... Parce que on est juste avant... Hein, ça, on est au début des années 2000, d'accord? Et on est juste avant... qu'Intel implémente dans ses CPU. Tu veux... Ah bah non mais Moulette a fait dodo là, je vais pas la déranger. Léa qui dit Monsieur Emile, nous avons la brigade de l'assembleur en bas qui veut vous parler. On est à quelques années qu'Intel implémente dans ses CPU le fameux mode VT. Et en fait, j'ai été regarder sur YouTube un talk qui a été fait par un des mecs qui était dans l'équipe qui travaillait là-dessus, qui travaillait sur VT de façon générale, comment implémenter de la virtualisation dans les CPU Intel. Apparemment, c'était vraiment pas une mince affaire. Zikino qui dit salut Zikino. Zikino qui dit mais du coup en paravirt on ne peut pas changer l'architecture, risque V sur x86 ou l'OS. Alors l'OS oui, l'OS tu peux parfaitement.
Parce que, in fine, que ce soit un Linux, un Windows ou peu importe, les instructions sont de la même, sont de la même architecture. Par contre, tu peux pas changer d'architecture. Ça oui. Bren qui dit c'est pas si vieux, en plus 2005 je crois. Ouais, c'est ça. Moi je suivais la course côté AMD qui est sortie finalement que l'année suivante. Exobrush dit est-ce que je parcours l'INA? Non, mais même pas. Même pas. Ouais, 2005, 2007. Moi, je bossais chez NetCentrex à ce moment-là. Et quand j'ai vu ces CPU arriver, j'ai fait putain, ça claque. Ça claque. Zikino qui dit c'est la couche qui change, le guest qui transforme le Windows 11 du coup. Alors comment ça va se passer ce truc là? Est-ce que en fait je pense qu'on s'en fout parce que là on est au niveau instruction. Donc je pense en fait t'es en train de non, quand t'es en PV tu dialogues quand même avec le noyau. C'est le noyau lui qui sait quoi faire avec les formats ELF et whatever autre type d'exécutable. Ok? C'est le noyau qui est modifié pour parler en PV. D'accord? Donc cette interview, non c'est pas une interview, c'est un talk d'un mec d'Intel dans une école. Et en fait le gars explique qu'ils sont à l'époque super chauds. C'est vraiment une bande d'ingénieurs. Et c'est là que tu te rends compte quand même que tu vois on peut dire de la merde sur Intel et tout, mais les mecs sont... Enfin, c'est pas n'importe quoi. Tu écoutes le mec parler et enfin, c'est quand même pas dégueulasse. Et il explique que son équipe qui travaille donc sur le mode d'implémentation. Oui, bah c'est clair, hein, le nain qui dit les mecs font juste des CPU depuis longtemps. L'équipe qui est... Alors attends. Non, le Xen, en l'occurrence à l'époque, ne fonctionnait que sur i386, mais était totalement indépendant d'implémentation de VT ou quoi que ce soit. Xen et PV, c'était à part. Mais vous allez voir qu'il y a une liaison, vous allez voir. Et le mec explique, je me rappelle plus le nom, hein, je vous retrouve la vidéo. Explique que c'est un groupe de travail chez Intel qui travaille là-dessus. Et en fait, ils vont voir leur boss et disent ouais voilà, on est sur un breakout et tout, de pouvoir faire la virtualisation hardware et tout sur les CPU. Et en fait, ils sont galérés comme des porcs parce que leur boss leur dit attends, redis-moi ça là. T'es en train de me dire que tu vas faire tourner plusieurs machines, donc plusieurs CPU, au sein d'une seule machine. C'est ça que tu es en train de me dire? Ouais, c'est trop bien et tout. Comme ça, tu peux paralléliser, machin. Comme ça, il n'y a plus de perte de puissance CPU. Donc, en gros, tu es en train de m'expliquer qu'on va vendre moins de machines. Alors, oui, d'une certaine façon. Mais bon, faut voir dans le futur, quoi. Non. Oui, j'ai dit ça, Corwin, au tout début du live. Ok, mais là, en fait, je relate une histoire qu'a raconté un des mecs qui travaillait chez Intel et qui travaillait là-dessus. Mais oui, je sais très bien que IBM faisait ça il y a très longtemps. Mais bon, c'est pas le même contexte, c'est pas la même cible. Intel, là en l'occurrence, dans les années 2000, on n'est pas du tout dans le même trip. Et alors je me souviens plus comment ils ont réussi. Ah si, ah bah justement, Brain. Donc ils ont un truc. Et je pense que c'est effectivement Vanderpool là. Ils ont un truc. Et
et ils sont vraiment, enfin, le projet est un peu hold on, tu vois. Et en fait, AMD annonce que ils ont implémenté dans les CPU AMD machin les instructions SVM qui permettent de faire de la virt native. Bon, bah là, forcément. Intel fait ouais, bah nous aussi. Attends. Nous aussi on l'a, puis on l'a même depuis plus longtemps. C'est ce qu'on gardait, c'est tout, hein. Et donc, les deux sortent globalement en même temps, mais grâce à AMD, des instructions, donc un jeu d'instructions, donc du CPU, qui ont pour objectif d'accélérer ou en tout cas d'interpréter nativement des instructions quand tu es en Virtu. Alors, comment ça se passe concrètement? En fait, les CPU, enfin les instructions CPU en question, elles font une forme de... Vous voyez ce que c'est qu'un context switch? Putain, ça ressonne. Et je suis désolé, je vous abandonne 5 minutes, faut que j'aille voir. Alors c'est une excellente heure pour vérifier que l'interphone fonctionne. Voilà. Donc c'était le gardien qui vérifiait que l'interphone fonctionnait parce que y a des voisins chez qui ça marche pas. Bref. Oui. Oui, bah, exactement. Je dis bah oui, ça marche, tu vois, ça marche. Quand on y fait la musica demasiado fuerte. Non, elle est toute basse la musique. Donc, oui, est-ce que vous savez ce que c'est? Si vous avez répondu, je suis désolé, j'ai pas vu. Est-ce que vous savez ce que c'est que un context switch? Non. Donc, en très rapide, quand vous avez des programmes là qui tournent sur votre machine, vous en avez plein. Ok. Poulpidi, c'est quand tu driftes. C'est une très très bonne analogie. Le nain il dit oui, c'est quand j'ai un collègue relou. C'était également une très très bonne analogie. Oui, absolument Xalès. Context switch, c'est quand le CPU change de processus. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire que tu as... voilà, c'est exactement Phaléon. En fait, tu as ton CPU, il a un certain nombre de corps, et puis il fait tourner un certain nombre de programmes. Mais en fait, ton CPU, il te donne l'illusion que tu as plein de programmes qui tournent en même temps. Mais en fait, c'est pas vrai. En fait, ils ont chacun un slice de CPU. Tout le monde est en train de m'écrire en même temps, mais parce qu'en fait, ils savent pas que je suis en train de... Normalement, le mardi, je reçois rien, aucun message, rien, parce que tout le monde sait que je suis en train de streamer. Mais là, comme on est mercredi, tout le monde pense que je fais rien, ou en tout cas que je suis en train de faire des trucs sur mon ordinateur, et que donc je suis dérangeable à souhait. Donc que je suis capable de context switcher. Bah exactement, Léa. Bonjour, t'es là? Et donc c'est ça. Donc un context switch, c'est exactement ça. C'est le CPU qui va basculer d'un contexte à l'autre. Donc d'un programme à l'autre. Et pour ce faire, il va sauvegarder un certain nombre d'informations. Notamment l'état de tous les registres au moment où ça a basculé sur le nouveau processeur, sur le nouveau process, pardon. Le pointeur vers la mémoire virtuelle qui est associée au processus en question, ça on va largement en reparler. Bref, alors non, c'est pas toutes les secondes. Ça c'est le scheduler qui, enfin donc l'ordonnanceur du système d'exploitation. Qui définit qui a de la priorité à un instant T. Typiquement un truc
un truc qui utilise beaucoup d'IO, machin, bon, bah, il va avoir plus de priorité parce que sinon il peut mettre le système en danger de lock. Et comme dit Xales, plusieurs fois par seconde, absolument. Donc, en l'occurrence, Darkos, c'est Hola Funcional Telefonillo. Et voilà, et ça coûte très cher. Et ça coûte très très cher. Alors sur un autre live, je vous raconterai une histoire de debug de ma plateforme Kubernetes. Ça parle de context switch. Et donc voilà. Alors donc voilà, vous voyez à peu près ce que c'est qu'un context switch. Tamoil dit, est-ce qu'il y a un scheduler par cœur où il gère tout à la fois? Non, il y a un scheduler qui gère l'ensemble des threads de l'OS. Non, mais t'inquiète, Brain, je ne vais même pas démarrer un tout petit peu de ça parce que ça me, tu sais, il y a des gens, je déteste pas le truc, mais bon, c'est un autre sujet, voilà. Et Dieu sait que je me fais fumer sur Twitter pour les diatribes que je fais sur le sujet, mais je suis désolé, ça sert à rien de se mettre la tête dans un sac. Donc voilà, donc un context switch, c'est ça. Et en fait, ce que fait le CPU quand il passe en mode Virtu, enfin le mode VT, ce qu'il fait, c'est un truc sensiblement similaire. C'est-à-dire qu'il sauvegarde l'état de la machine dans une structure de données qui s'appelle VMCS pour passer de l'hyperviseur à la machine virtuelle. Ok. Et en fait, c'est comme un context switch en fait. Et du coup, comme tu es sur la même architecture, bah, c'est pareil. Il n'y a pas d'émulation. Ok. Le processeur exécute simplement les fonctions qui sont, enfin les instructions qui sont à exécuter dans le guest, d'accord? Et puis potentiellement on va revenir sur le host parce qu'il y a des trucs plus urgents à faire, etc., etc. Lateralus dit je suis bourré, je vous mythe rien. Alors Phaléon, ouais, c'est éminemment plus rapide que de faire de l'émulation. D'accord? Et donc là, en fait, ce qui se passe lorsque ce mode de fonctionnement est ajouté dans les CPU, c'est que bah, là, t'as littéralement ton CPU qui est capable de passer dans un mode de virtualisation pour exécuter directement les instructions qui sont relatives au guest. Okay, il n'y a pas de traduction, il n'y a pas de translation, il y a juste une sauvegarde d'un état d'exécution en instant T qui est la machine virtuelle au lieu d'être un processus. Hop, je reviens au host, je reviens au guest, etc., etc. On est en fait dans le même type de fonctionnement qu'un système d'exploitation. D'accord? Donc on n'est pas en train d'émuler quoi que ce soit. D'accord? Ça, c'est les trois piliers. Donc les trois piliers, c'est la virtualisation totale, la paravirt et les instructions VT, ou en tout cas les instructions de CPU on va dire de virtualisation assistée par le CPU. Voilà. Là-dessus, il y a plusieurs autres modes qui ont fait leur apparition. Donc déjà, très rapidement dans Xen, parce que faut bien voir une chose, c'est que alors attends, la préférence demande si la paravirt c'est PV, c'est qui VT? Alors attends. Pour l'instant, on a trois modes de fonctionnement différents. On a
la full virt, où là ça virtualise tout, machin, enfin, tout est traduit globalement par une association entre les instructions brutes du programme à exécuter, du noyau à exécuter, et l'hyperviseur. Deuxième cas de figure, la paravirt, où là, tu as un hyperviseur qui dialogue avec le noyau, donc qui n'émule pas, qui dialogue, ok, une sorte d'API. Et donc là, on est sur un mode de collaboration entre l'hyperviseur et le kernel. D'accord? Corbanini Lateralus, c'est le 4e pilier. Troisième mode de fonctionnement, les instructions VT, où là, le CPU est capable de lui basculer du mode host au mode guest sans avoir à traduire que ce soit, parce que en fait, dans le CPU, il y a des instructions qui lui permettent de basculer en mode virtualisation, d'exécuter les instructions et de revenir en mode host. D'accord? Ah, mais toi, tu choisis rien du tout. Akavin se demande comment on choisit dans quel mode on est. Toi, tu choisis pas. C'est-à-dire que tu laisses l'hyperviseur basculer d'un mode à l'autre. Ok? Fonction de la priorité de ce qui est en train de s'exécuter. Ah merde, il y a de la pub. Elle est en cours là? La pub, genre. On peut pas définir pour plus de performance. Alors enfin, qu'est-ce que ça veut dire, tu vois, plus de performance? Il faut, enfin, au bout d'un moment, tu laisses ton scheduler gérer. Est-ce que tu peux toujours renicer des trucs, tu vois, mais Attends, qu'est-ce qu'elle dit, Nidouille? En une fois, tu me sauves avec une, donc merci, j'ai pas compris. Ah! Oh, dis donc, il est bon ce lien là. Ah, mais je connaissais pas. Il y a un lien là sur Edition Diamond qui est KVM, focus sur l'implémentation d'un hyperviseur dans Linux. Putain, je vais me le mettre de côté celui-là. J'avais pas vu celui-là, dis donc. Ah bah c'est trop classe, dis donc, cet article-là. Ah, je vous remets l'article qu'a copié Nidouille là, parce qu'il est vraiment bien. Hop. Kitarcezé qui dit salut les rings 0 etc pour isoler. Est-ce que tu sais un peu démystifier? Alors en fait, ça part d'une bonne intention, les rings. Il y a 4 rings. Mais en vrai, donc il y a ring 0, 1, 2 et 3. Ring 0, c'est le ring root, quoi. CPU, enfin, t'as accès aux ressources hardware, etc. C'est nos limites. Et le ring 3, c'est le ring user, qui a donc très peu de droits. Et il y avait... Enfin, la raison pour laquelle ça a été fait de cette façon, pensé de cette façon, c'est très très louable. C'est de se dire qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai dit. Corwin qui me... Il y a 4 rings ringer et ça chante. Putain, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Il y a... Le nain il dit moi je l'ai. Moi je dis pas du tout. L'Erita Mitsuko. Ah oui non mais alors attends. Juste je fais une parenthèse. Hein. Moi la musique française j'ai fait une impasse il y a très longtemps. Catherine Ringer.
Ça me parle. Ça me parle. Enfin, honnêtement, hein, je suis désolé si vous me haïssez après ça, mais enfin, vraiment, la musique française, j'ai fait full stop, je devais avoir 4 ans. Et voilà. Donc, je suis désolé, les refs. Et alors, ce qui est con, c'est que je les ai pas ici non plus. Hein. Les refs. Mais les refs culture G, cinéma et musique française, je vais pas suivre. Je suis désolé. Hein. Oui, ça me parle, ça. Le titre Marcia Baila, ça me parle, effectivement. Je trouve ça insupportable, mais ça me parle. Donc, attends, attends, bouge pas. Je vais essayer là. Tiens, voilà. Elle est juste là derrière moi. Là. Merde, ouais, mais il y a le micro devant. Voilà. Elle fait des dodos parce que les derniers jours ont été compliqués. Voilà. Donc on espère que ça va bien se passer. Ouais. Donc. J'en étais où? Ça me perturbe un peu là. Oui, c'est ça. Donc. VT. Virtualisation assistée par le CPU. Donc là, forcément, on va beaucoup plus vite. Là-dessus, il y a plusieurs autres modes qui se sont... Donc là, on est fin 2000, quoi. Ça commence à se démocratiser fin 2000. C'est là que, typiquement, arrive le fameux module KVM dans Linux. KVM qui implémente donc l'utilisation des instructions VT. Du mode VT plutôt que des instructions VT, c'est pareil. En l'occurrence d'Arcos Garant, lorsqu'on est dans le host, donc dans l'hyperviseur, on est en ring 0. Puisqu'on a l'accès aux ressources, on a accès au matériel, on a accès aux interruptions, on a accès au hardware. Donc on est en ring 0. Et en fait, lorsqu'on utilise les instructions VT, c'est un des rares cas où effectivement on utilise un autre ring qui est le ring 1. Parce que en général, sur les OS de façon générale, on utilise le ring 0 et le ring 3. C'est tout. Ring 0 niveau kernel, ring 3 niveau user, c'est tout. Mais avec les instructions VT, en fait, lorsque tu es en instruction VT, tu passes en mode non-root. Ok? Quand tu es au niveau host, au niveau hyperviseur, tu es en ce qu'on appelle en mode root. Et lorsque tu passes en mode VT, tu passes en mode non-root. Est-ce que tout le monde est largué déjà là ou pas? Parce que je vois que ça part dans tous les sens là. On a bientôt fini sur les modes de Virtue. Hein. Franck Darwin dit on a perdu à peu près 90% du chat. Ok, Rolling Phoenix dit que c'est clair. La préférence dit que c'est clair. Corwin dit pas largué mais je triche mais toi je sais. De Touriste dit que ça va. Et Léa demande si on parle bien de Java. Ok, donc c'est clair, ça va. Allez 0x5642, je t'avais vu, je t'ai pas dit bonjour, des bisous à toi. Ok. La Tarluse, par contre, on l'a un petit peu raté, on l'a un petit peu perdu parce qu'il dit ça ira mieux au replay parce que l'apéro était costaud. Donc, alors attention, Kitter Sosé qui demande l'isolation entre les niveaux des rings, c'est absolument le CPU qui les gère. Hein, c'est important, c'est une feature des CPU. Et c'est une feature qui date... Tiens, les plus anciens là, est-ce que ça date du 286 ou du 386? Les rings. Je pense que ça date du 286. Le 386 a amené le mode protégé comme on le connaît aujourd'hui.
Mais le 286 avait déjà un mode protégé, mais qui était relou, je pense. Il y avait un truc, je me souviens plus, mais c'était genre relou à utiliser. C'est 286, hein. Ouais, c'est ça. Et donc, oui, donc c'est bien, c'est le CPU hein, qui implémente ça. Donc, on a ces 3 modes de Virtu là qui existent. Mais il n'y en a vraiment aucun qui est super satisfaisant. Bon, le premier, Full Virt, on abandonne parce que c'est vraiment trop lent. Néanmoins, dans l'immédiat, faute de mieux, c'est avec de la Full Virt qu'on peut émuler des devices, donc des disques, des cartes réseau, de l'APIC, donc le petit bout de CPU qui est dans votre carte mère et qui donne qui définit merde qu'est-ce qu'il fait l'APIC déjà, qui donne, enfin qui redirige les interruptions vers là où ça va, là où ça doit aller. C'est programmable interruption, je sais plus quoi. Donc l'API qui fait chier, ouais, c'est clair. Donc tous ces petits morceaux là, en fait, ils sont émulés, par exemple par QEMU. D'accord. Et c'est de l'émulation. Et ça, pour le moment, avec ce que je vous ai présenté là, il n'y a pas moyen de l'accélérer. Ok, tout ça, c'est vraiment les bottlenecks de la vertu. Ok. Mais on a évolué. Et il y a eu plusieurs autres modes qui sont apparus. L'un d'entre eux, parce que je reprends ce que je viens de dire là. Pour l'instant, on a parlé que du CPU, que de la façon d'émuler le CPU et les instructions du CPU. D'accord? Mais il n'y a pas que le CPU. En l'occurrence, votre machine, si elle n'a pas de disque, qu'elle n'a pas d'IO, elle va pas servir à grand chose. Ouais, d'accord? Et jusqu'à il y a encore, j'allais dire pas si longtemps, en fait ça commence à dater quand même. Et ben ces devices, ces IO, elles étaient littéralement émulées par le Virtual Manager, par le Virtual Machine Manager. Et vous êtes tous là encore ou pas? Alors attends, non, pas encore Virtaio, justement, Lateralus. On y, justement. Attends, on arrive. Jusqu'à il y a encore pas si longtemps, les disques étaient présentés par QEMU, par VMware. En tout cas, c'était des éléments qui étaient présentés. Non, pas encore l'IOMMU. Qui étaient présentés sur une plage d'adresse par le VMM. Et là, je vais faire... Vous vous rappelez, au début, j'ai dit oui, on utilise des mots, hyperviseur, virtualisation, machin. Oui, vous êtes exactement, Xalès, je suis d'accord, vous êtes trop impatient. Vous savez quoi? Vous êtes en train de faire ce que j'ai dit au début, vous lâchez des mots. Mais chaque mot, là, dans ce qu'on est en train de voir, chaque mot est important. Et en fait, les mots lâchés comme ça n'ont pas de sens. Brain dit, historiquement, ils étaient prévus pour des opérations de niveau système. Ah, ok, tu réponds à un autre truc, ok. Donc, au début, je vous ai dit, il y a des gens qui parlent, qui vous parlent d'hyperviseur, qui utilisent des mots compliqués et tout. Mais en fait, chaque élément de la virtualisation a son importance. QEMU, parce que là on va focus sur QEMU.
QEMU, il a... En réalité, c'est un truc un peu bâtard, QEMU. Et son code source est suffisamment complexe pour s'en convaincre. QEMU, ça fait... Il a deux rôles, QEMU. QEMU, il est à la fois ce qu'on appelle un VMM, donc un Virtual Machine Manager. Je suis assez d'accord, Xalès, et je vais te dire que pour avoir commencé à mettre les doigts dedans, je vais pas tailler QEMU, hein, parce que c'est un soft de dingue. Mais ça fait beaucoup trop de choses. Mais beaucoup trop de choses. D'ailleurs, oh Nidoui salope. Nidoui dit QEMU français, c'est normal. Ouais, donc QEMU fait beaucoup de choses. Et d'ailleurs, donc j'allais dire, OpenBSD a développé un VMM, donc un Virtual Machine Manager, qui ne fait que ça. Virtual Machine Manager. Xalès demande KVM, c'est l'hyperviseur utilisé par QEMU. Oui. Enfin, non. C'est un des hyperviseurs potentiellement utilisés par QEMU. Le problème et la complexité de QEMU, c'est qu'en plus, QEMU est aussi un hyperviseur. Alors c'est là où ça devient compliqué. C'est que QEMU est à la fois le gestionnaire de machines virtuelles, mais également l'hyperviseur quand on fait de l'émulation. Absolument, Xalès, c'est aussi un émulateur. Et c'est pour ça que avec QEMU, et c'est un truc de malade, hein, c'est vraiment un truc de bâtard là-dessus, hein, QEMU. C'est tu peux émuler du 68000, du RISC. Donc VMM, c'est Virtual Machine Manager. D'accord? Et QEMU, et là c'est très important pour la suite des opérations qu'on va pas du tout voir aujourd'hui, je m'en doutais, mais ce préambule était assez important. C'est très important. Ah oui, 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 Fabrice Bellard, c'est un Français. Hein. QEMU, lorsque ça utilise absolument Xalès, celui de NetBSD, c'est NVMM. Et l'hyperviseur de NetBSD, NVMM, peut être utilisé avec QEMU. Où tu dis, mon accélérateur, c'est NVMM. Il peut être également utilisé QEMU sur OS X. Où tu dis, le accélérateur, c'est HVM. Alors non, justement Xalès, Firecracker n'est pas, et c'est là où je reviens au tout début et où il y a des gens qui disent des trucs et qui utilisent des mots. Firecracker n'est pas un hyperviseur. Firecracker est un VMM. On parle pas de Satoshi Brain, on va se faire démonter là. Firecracker est un VMM. Firecracker utilise en réalité KVM. Et c'est là où ça devient... c'est là où ça devient un petit peu nébuleux. Parce qu'en fait, tout le monde utilise des mots. Ben oui, non mais je sais, Rogue One. Ouais, je sais. Je sais, c'est relou. Alors, je vais résumer. Donc... Et ça, tout ça, c'est la faute de Fabrice Bellard, hein, je vous le dis. Mais enfin, ce mec est fascinant. Enfin, attention là. Hein, je vais sur. Non, mais Léa, je vais m'arrêter. On fait 10 minutes encore là et j'arrête. Mais j'avais prévenu, et j'ai même pas encore fini, hein, parce qu'on n'a pas encore vraiment parlé de PVH encore. Donc, la machine virtuelle. L'objet final,
La VM, le guest. Lui, c'est la finalité du truc. D'accord? Le fonctionnement, l'exécution, plutôt que le fonctionnement, l'exécution du noyau de cette machine virtuelle. Non, 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 Brain. Firecracker, c'est pas du tout. Ça utilise KVM. Firecracker, c'est un VMM. C'est pas un hyperviseur. Firecracker, en fait, derrière, si tu regardes, peut-être quand tu démarres ton guest, que ce soit Linux ou autre, si tu démarres ton guest avec Firecracker, tu verras que la chaîne de caractères qui est setup par le boot PVH, on verra ça la prochaine fois, c'est KVM, KVM, KVM. Et KVM, 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 en fait, c'est le string qui permet d'identifier que c'est KVM. Voilà. Ouais, alors, c'est absolument, c'est une surcouche. Voilà, c'est une surcouche de KVM. C'est tout à fait ça. Tu as tout à fait raison. Au même titre, orienté micro VM, c'est-à-dire que effectivement, il ne présente. Et alors, c'est là où ça devient ultra intéressant, mais je vais pas trop forcer parce que tout le monde est en train de crever. C'est là où il y a la jonction avec QEMU en mode VMM, parce que les deux en fait, QEMU quand tu le démarres avec le flag moins grand M micro VM, et ben ça fait la même chose que Firecracker, c'est-à-dire qu'il n'y a pratiquement aucun device disponible. Ça n'émule pratiquement aucun device. Firecracker n'émule même pas. Non, pardon. C'est. Est-ce que c'est. Ouais, c'est micro VM. Le mode micro VM de QEMU n'émule même pas d'interface PCI. Non, pardon, c'est Firecracker. C'est Firecracker, autant pour moi. Firecracker n'émule même pas d'interface PCI. Donc tu es obligé de faire autre chose. On en parlera une prochaine fois. Mais donc, le VMM a deux jobs. Un, préparer la mémoire physique. J'expliquerai pourquoi je mets des guillemets la prochaine fois. À fournir à la VM. Et deux, les potentiels devices. Ok? Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que du coup, le VMM, donc le soft qui est en charge de démarrer, entre guillemets, la machine virtuelle, n'a pas la charge de l'interprétation des opcodes, de l'exécution du noyau qui est en face. Ok? Est-ce que je pense que tout le monde est en train de s'écrouler sur son clavier. Alors, Hardware dit, si je suis bien, KVM et QEMU peuvent fonctionner l'un sans l'autre. Techniquement, oui. Phaléon, c'est... Léa qui dit, laissez-moi décéder. Hey, j'ai pas dit que c'était simple, d'accord? J'ai dit au début, il faut s'accrocher un petit peu, d'accord? En fait, oui, techniquement, les deux pourraient fonctionner de façon différente. En fait, techniquement, hardware, tu pourrais avoir autre chose que QEMU qui utilise KVM. D'ailleurs, attends, est-ce que je dis une bêtise, VirtualBox, ça utilise pas que KVM? Ah non, ça, ils ont leur propre truc, quoi. Léa dit même une session de live de 1 heure en GDB Assembler, c'est plus simple. Mais attends, on y est même pas encore. Hein. Nidou, il dit KVM est quand même très lié avec QEMU. Oui et non, Nidouille. KVM, tout ce qu'il fait, c'est exposer un API que QEMU sait comprendre. De la même façon que NVMM sous NetBSD a une lib, la lib NVMM, qui présente à QEMU des points d'entrée, des noms de fonctions qu'il peut utiliser. Mais techniquement, hardware a raison, KVM pourrait
tout à fait fonctionner sans QEMU, et QEMU n'a absolument pas besoin de KVM. Alors, je ne saurais vous dire, mais je pense effectivement que VirSH et toutes les saloperies libvirt n'utilisent pas QEMU. Je crois pas. Hein. Oui, KVM est dans le kernel et pas QEMU, mais ça n'a, enfin, ça a rien à voir. Enfin, vraiment, il faut bien faire la distinction entre le module kernel qui permet de faire enfin, qui implémente les instructions VT et qui donc permet de passer le CPU en mode virtu assisté, ok, et le soft qui gère la machine virtuelle, d'accord, qui la stop, qui la start, qui lui donne. C'est bon, Léa est décédée. Bon, non mais parce qu'un schéma va rien changer, parce que je sais même pas quoi schématiser, tu vois. Non, mais je vais essayer de plancher à comment. Tiens, je sais. Bougez pas. Avant de dormir, je vous passe un lien. Bougez pas. Tac. Je trouve ce lien pas mal. Là, voilà. Attendez, dormez pas tout de suite. Voilà. Hop. Je vous donne un lien. Hop. C'est From Zero to NVMe. Honnêtement, le fonctionnement est sensiblement identique entre... enfin, c'est pas identique, mais il est très voisin entre KVM et ça. D'accord. Et j'utiliserai ces schémas la prochaine fois. Le Finnois dit tu peux faire le parallèle avec les disques KVM, c'est ce qui donne accès à DevSDA, et QEMU, c'est ce qui gère le FS, etc. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai ça. C'est vrai. Avec cette différence que... Alors, en fait, je suis pas d'accord. Je vais dire pourquoi le film. C'est parce que... Non, Xobraj, non, QEMU gère pas le FS. Non, c'était une métaphore. C'était une métaphore. Attention. Non, en fait, je veux dire pourquoi je suis pas d'accord. C'est parce que, typiquement, par exemple, la mémoire physique qui est fournie à la machine virtuelle, elle est fournie par QEMU. Donc en soi, tu vois, ça fournit la base. Donc du coup, ça peut être perturbant. Donc, vous inquiétez pas. On a balayé les 3 modes. On a balayé les 3 modes principaux de virtualisation. On va rentrer dans le détail la prochaine fois. D'accord? Et on va regarder. On va regarder la vraie différence qui existe entre VMM, hyperviseur, et effectivement, on va regarder ça avec la lanterne GDB. Ok. Bon, il y a toujours des bonnes nouvelles. La bonne nouvelle, c'est que vous allez passer une bonne nuit parce que je vous ai à peu près endormi. Donc ça, c'est bien. Il y a des gens à raider là le mercredi, je sais pas moi. Léa qui dit cauchemar. Mais non. Ah, il y a Top Clean. Bah vas-y, on va raider Top Clean. Bon, mes lutinos d'amour, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été avec moi. Des gros bisous à vous. Et on va aller raider Top Clean.
Allez. Bonne nuit à vous. Et la semaine prochaine, mercredi. Hein. Allez, des bisous.